Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Equinox Télévision. À la une, un avion porté disparu au Cameroun depuis juin 2014 a été retrouvé à Tombel, dans le coupé Manengumba, région du sud-ouest. Il s'agit d'un aéronef que pilotait un Américain et qui devait être utilisé dans la lutte contre le braconnage au Congo-Brazzaville. Nous vous proposerons des images exclusives ramenées par nos reporters du village Eboko Bajo où l'on a donc retrouvé l'épave de cet aéronef. Encore un espace marchand en flammes dans la ville de Douala. Une quinzaine de boutiques ont été consumées par les flammes au Congo-Brazzaville, au marché Congo de la ville de Douala. Toute chose qui pose un problème de la sécurité en lieu de service. Nous allons tenter de comprendre ce qui fait problème dans la deuxième partie de ce journal. Et à l'étranger, la scène politique gabonaise vient de perdre l'une de ses figures emblématiques. André Mba Obam est décédé à Yaoundé alors qu'il était en transit pour l'Afrique du Sud. Le portrait de celui-là qui revendique toujours la victoire, qui revendiquait toujours la victoire des élections présidentielles en 2009 au Gabon, c'est dans ce journal. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Je vous propose de repartir au marché Congo, plus précisément où le feu a consumé une quinzaine de boutiques. Eh bien, les commerçants sinistrés présentaient une triste mine ce matin. Ces commerçants qui se disent prêts à reconstruire eux-mêmes les bâtiments sinistrés au cas où l'autorité compétente était d'accord. Nos reporters, Warren Zede et Viviane Kamoa, sont repartis sur le site sinistré. Voici leur reportage. Marché Congo de Douala, l'heure est au déblayage. Armés de pelles, brouettes et autres accessoires, les commerçants sinistrés nettoient. Les ordures collectées sont déposées dans l'allée principale du marché. Nous avons déjà recensé effectivement ceux qui sont commerçants sur place. Et il est question qu'ils nettoient, comme vous voyez, ils sont en train de nettoyer chacun son emplacement. Nous allons faire appel au service d'Isacam qui viendra certainement ramasser les ordures. Au milieu de ce tas de déchets, des individus tentent de récupérer quelques pièces d'étoffe. Ça, c'est le bon Jéricho. Réunis en petits groupes, les commerçants sinistrés s'organisent dans l'optique d'engager une démarche administrative. Il s'agit de réunir les pièces nécessaires pour l'obtention du droit de reconstruction des boutiques sinistrées. Nous sommes en contact avec les autorités et nous souhaitons que dans le même ordre d'idée qu'en 2010, comme nous avons un protocole d'accord qui pour nous pensons il reste encore d'actualité, nous souhaitons qu'on leur permette tout simplement de reconstruire sous le même plan pour qu'ils ne subissent pas une autre torture. Ils n'ont que ça comme activité de subsistance. Parmi eux, Maman Emilienne. Elle est frappée pour la deuxième fois consécutive par un incendie dans cet espace marchand. Elle est propriétaire de l'une des boutiques du bloc 3 textile consumée par les flammes. 2 ans seulement après son retour au marché, elle est à nouveau frappée par le sort. Ça fait 5 ans, j'étais toujours victime. Cette année encore, je suis encore victime. Cette fois-ci, je suis tellement dépassée que je ne sais pas. Pourquoi chaque année, toujours moi seule, je remets ça entre les mains de Seigneur, je ne sais pas. Mais la fois passée, quand c'est bleu, je faisais dans les tissus. Après, j'ai changé, j'ai mis les rideaux, c'est parti encore. Donc, je crois que ça m'a rentré au quartier. Si le jour s'est douloureusement levé pour les commerçants sinistrés, la vie, elle, a repris son cours pour ceux dont les boutiques ont échappé à la furie des flammes. Eh bien, au lendemain de cet incendie, il faut dire que les habitudes ont décidément la peau dure. Du côté du marché Congo, nos reporters ont pu une fois de plus constater qu'un jour seulement après cet incendie, l'on a noté des actes qui seraient à l'origine de cet incident. C'est dans ce reportage de Warren Zede et Oriol Choumi. Le marché Congo de Douala n'est pas son premier incendie. En l'espace de 5 ans, c'est la 4e fois qu'un sinistre majeur le secoue. Sans compter, bien sûr, tous les autres petits incendies qui ne vont pas sans dommage. Il faut même procéder au counseling psychologique. Je suis en train de chercher à appeler Madame le délégué Mimprof de l'arrondissement Douala 2e. Elle l'avait déjà fait en 2010.
qu'elle soit auprès des commerçants avec sa technique de counseling psychologique. Si on fait rentrer ces gens au quartier, je vous assure que ça va être plus grave. La qualité du branchement électrique a nettement évolué, dit-il, depuis 2010. Ici, quand il y a eu la construction en 2010, quand vous regardez bien, il n'y a plus de toiles d'araignée ici comme par le passé. Ça a été réduit, mais il n'y a pas eu des installations des compteurs et des disjoncteurs différentiels, malheureusement. Mais le marché reste encore sous l'emprise de l'anarchie. Stationnement des véhicules, installation des comptoirs en plein sur la chaussée qui sert pourtant lieu de voie d'accès au marché. Un désordre qui pour certains vendeurs se veut légitime. Dans un marché, il y a toujours un régisseur. Et quand il est sur le terrain, il fait son travail. Je ne peux pas vous dire qu'on ne paye pas les taxes. Parce que lorsque vous parlez de la route, ce que je peux vous faire comprendre ici, c'est un marché. Je ne sais pas si on peut aussi appeler cette servitude la route. L'étroitesse des boutiques est aussi un facteur non négligeable de l'intensification des incendies. Et entre autres mots qui secouent le marché Congo de Douala, la quasi-absence des bouches d'incendie. Nous savons qu'une bouche d'incendie avait été réhabilitée juste en face du lieu où, presque en face du lieu où il y a eu l'incendie d'hier. Après l'incendie de ce dimanche, les commerçants se disent prêts à reconstruire eux-mêmes leurs boutiques. Ils n'attendent que l'aval de la communauté urbaine de Douala. Jusqu'à l'heure actuelle, aucune mesure véritable n'a encore été prise pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduisent. Eh bien, ces incendies, notamment au marché Congo, et il y a quelques jours à la communauté urbaine de Douala, posent le problème de la sécurité en lieu de travail. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de ce journal avec notre invité. Toujours dans la ville de Douala, on parle de consternation et émoi au quartier d'Ibom 1. C'est dans l'arrondissement de Douala 3e où un jeune étudiant âgé d'environ 26 ans a été retrouvé pendu au bout d'une corde non loin de la mini-cité où il habitait. D'après les informations, ce dernier n'y avait pas eu un signe d'alerte. Il était en bon terme avec son voisinage. Eh bien, l'autorité traditionnelle, une fois informée, a aussi fait appel aux éléments du commissariat du 11e arrondissement qui sont descendus sur les lieux et une enquête a été ouverte. Je propose à présent de suivre le témoignage de la sœur de la victime au micro d'Equinox Télévision. Non, j'ai demandé s'il avait un problème quelconque et quand la dernière fois qu'elle a vu, elle m'a fait comprendre qu'ils se sont vus hier. Et j'ai demandé s'il lui avait dit qu'il a un souci ou quoi. Elle m'a dit non, elle n'a rien dit. Ce matin, elle est donc venue lui rendre visite, puisqu'elle est encore étudiante. Donc elle est venue lui dire bonjour avant d'aller à l'école, comme ça qu'il a mis la colle. Comme nous l'annoncions à l'entame de ce journal, porté disparu depuis le mois de juin 2014, eh bien, l'aéronef pilotée par un Américain a été retrouvée au village Eboko Bajo, c'est dans l'arrondissement de Tombel, département du Coupé Maningumba, région du sud-ouest Cameroun. Eh bien, la découverte a été faite par 3 villageois au moment où ils effectuaient une partie de chasse. Voici les reportages de nos reporters Innocent Abeka et Eric Massiandjoum. C'est l'adjoint au sous-préfet de Tombel qui pousse le zèle de l'usurpation des prérogatives administratives en nous disant que seule la télévision nationale peut accéder au site du crash, repoussant avec l'aide des gendarmes notre équipe pourtant seule télévision présente après des centaines de kilomètres de route partie de Douala. Au même moment, ce sont les villageois des Boko Badjo, presque sûrs de tenir une monnaie de change après cette découverte, qui posent leurs conditions aux sous-préfets et autres gendarmes. Pas de facilitation de leur part pour l'accès au site, tant qu'une promesse ferme de bitumage de la route Cognet et Boko Badjo n'est pas donnée par les autorités. Pour ce jeune, une fois la carcasse de l'avion dégagée et les restes du pilote-chercheur américain remis à sa famille, ils seront oubliés. À ce niveau, un autre aspect rentre en compte. L'épouse de William Fitzpatrick, le dit pilote, avait promis une forte rançon pour quiconque lui remettrait les restes de son mari après que la piste du crash ait été évoquée. Pour les villageois des Boko Bajo, leur quote-part devrait être définie avant toute descente sur le terrain.
there was a lot of promises as we were hearing, although they come from one angle to the other. Les conciliabules se sont multipliés entre vendredi et dimanche. L'adjoint au sous-préfet de Tombelle usera comme d'habitude le temps des échanges de zèle et de menaces, demandant au chef du village de faire obtempérer ces sujets, sinon le sous-préfet en question le fera remplacer. C'est finalement dimanche en matinée que le sous-préfet, les gendarmes et les guides villageois prennent le chemin du site du crash en plein cœur de la forêt à 35 km des Boko-Bajo. Ceci en tenant toujours à bonne distance l'équipe d'Equinox Télévision. L'on dit que ce sont les instructions venues de Yaoundé. En attendant, les villageois ici se demandent si les promesses faites seront tenues. Eh bien, le village Eboko-Bajo, il faut dire, qu'est enclavé comme de nombreuses zones rurales au Cameroun. La chasse et l'agriculture sont les principales activités génératrices des revenus. Il faut dire que la voie d'accès qui donne dans cette localité est un véritable parcours du combattant. Un parcours du combattant bravé par notre équipe de reportage Eric Massial-Djomo et Innocent Abega qui nous présente la carte postale de ce village devenu célèbre malgré lui. 50 ans d'existence pour ce petit village situé dans l'arrondissement de Tombelle, département du Coupé-Manengouba, région du Sud-Ouest. Ce village était encore jusqu'à vendredi dernier un comme tous les autres au Cameroun en zone rurale, c'est-à-dire ordinaire. Peuplé d'environ 500 habitants, la principale source de revenus ici est agricole. De nombreuses denrées sont ici florissantes en raison de la fertilité du sol. Le principal produit générateur de revenus en masse est le cacao. La production est qualitative, seulement l'acheminement vers les zones urbaines est rendu difficile par le mauvais état de la route. Ce jeune paysan nous explique que l'état de la route est un handicap majeur dans le développement de ce village. Unlike many other suburbs, the problem affecting the Cameroon government in most of the interiors is the problem of roads. As you can see yourself, before you came here, you saw how difficult it is to reach our village. The roads, a distance which somebody can spend can even spend 500 if it were in a good road. You will spend about 5,000 francs to reach the area. La route bitumée, partie de Kumba, connaît son terminus au niveau de Cognet. Nous sommes pour la suite du voyage obligés d'emprunter des motos. C'est la petite saison de pluie. Mais déjà, la route est dangereuse, jonchée de flaques d'eau et de hautes herbes par endroits. Cet accès difficile donne au village Eboko-Bajo des allures de cité perdue. Il n'y a pas d'électricité, mais un forage, œuvre des volontaires européens, alimente les ménages en eau potable. Le soir venu, les villageois se retrouvent ici au cœur de la bourgade, dans ce qui tient lieu de débit de boissons. Même si seulement quelques bouteilles de bière sont achetées chaque soir, le propriétaire, à l'aide d'un groupe électrogène, projette des films venus du Nigeria voisin. Ainsi va la vie à Eboko-Bajo. Merci Innocent Abega et Eric Massial-Djomo pour ces images d'Eboko-Bajo. C'est le village où a été retrouvée l'épave de l'avion, l'aéronef porté disparu au Cameroun depuis le mois de juin 2014. Et si on parlait de la culture dans ce journal, on s'intéresse à la gestion du droit d'auteur et droits voisins des artistes musiciens avec deux grands noms de ce secteur qui proposent une voie d'issue. En ce qui concerne donc la gestion de ces droits, il s'agit de Dédié Eyango et Sam Bende qui étaient face à la presse ce jour dans la ville de Douala. Le compte rendu de Sam Sevrango et Jean Jonimpek. Comment sortir du flou artistique qui règne dans le domaine du droit d'auteur de l'art musical jusqu'à ce jour au Cameroun, sans connaître à nouveau le risque d'une scission entre les différentes parties en conflit? Je pense que c'est la meilleure des choses qui existait depuis 7 ans que le combat des droits d'auteur ont commencé. S'ils avaient fait ça avant, ça aurait été une très bonne chose de mettre ensemble le PCA de la SOCAM et le PCA de la CMC pour trouver des solutions. Opération qui a permis la signature d'un protocole d'accord dont on espère qu'il posera les jalons du rétablissement de la normalité dans ce secteur.
Toute chose ayant entraîné la paralysie qui a cours jusqu'aujourd'hui du fait de l'interventionnisme, a-t-on indiqué, du ministère des Arts et de la Culture. Disons que la société de gestion collective au Cameroun a besoin d'un agrément qui vient de la tutelle. Et puis bon, c'est pas une société sous tutelle du ministère des Arts et de la Culture, mais pour une bonne marge des choses, il faut rester ouvert. C'est vrai que le cadre à travers lequel elle a fait l'appel ne me plaît pas beaucoup, il ne me fait pas confiance, mais nous restons ouverts et on va lui faire des propositions. C'est pas le contraire, nous n'attendons pas le contraire, c'est pas l'État qui doit nous appeler pour faire des propositions. C'est nous qui devons faire des propositions au gouvernement. On voudrait donc par là tourner la page et parvenir à la normalisation comme dans un ultime sursaut patriotique. Donc on va refondre. Nous avons dit que nous allons revoir les statuts très rapidement. Et après les statuts, nous allons mettre en place les organes dirigeants de l'une ou l'autre des structures qui sera choisie. Mais ça va se faire en assemblée générale. Sam Bende, le président du conseil d'administration de la Cameroun Music Corporation, dans les bras de son compatriote Prince Dedi Eyango. L'image a certes capté l'attention, mais personne ici n'a oublié les mêmes scènes vécues par le passé et ces accords qui n'ont que très souvent été respectés. Sam Bende, désormais membre de la CISAC, affiche sa détermination à œuvrer pour l'apaisement. C'est de garder la sérénité et d'observer surtout le tournant de ce que la gestion collective est devenue aujourd'hui et surtout de respecter la loi. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de bâtir une société de gestion collective, il s'agit au demeurant de bâtir une société juste. La réaction du ministère des Arts et de la Culture ainsi que celle des différents syndicats des musiciens reste donc très attendue relativement à cette démarche. Relation multilatérale, il faut dire que le Cameroun reçoit un hôte de marque dès ce soir. Il s'agit de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaël Jean, qui effectue une visite officielle qui sera sanctionnée demain par l'audience que va lui accorder le président de la République, Paul Biya. Il faut dire que c'est depuis 1970 que l'OIF et le Cameroun entretiennent une relation qui suit son cours au gré de l'évolution de l'Organisation internationale de la francophonie. Une revue des réalisations de cette organisation en faveur du Cameroun avec Joël Essengue et Guy Zogo. La francophonie me marche dans le sang. Michaël Jean, la secrétaire générale de la francophonie qui est en visite au Cameroun, est une femme au parcours bien rempli. Née le 6 septembre 1957 à Port-au-Prince en Haïti, elle quitte son pays en 1968 avec sa famille pour fuir la dictature de François Duvalier. Les siens et elle s'installent à Thetford Mines au Québec, la partie francophone du Canada. L'environnement favorable lui permet de faire parler son talent. En passant haut la main le concours de journalisme, elle a de qui tenir, son oncle n'étant autre que le célèbre écrivain haïtien René Despestre, prix Renaudot 1988 pour Adriana dans tous mes rêves. Michaël Jean se fait très vite remarquer à la télévision canadienne où elle devient présentatrice vedette du groupe audiovisuel public Radio-Canada. Elle va s'illustrer dans des émissions comme Le Monde ce soir, l'édition québécoise ou encore Horizon francophone. Sa vie prend un nouveau tour avec son élection comme gouverneur général du Canada de 2005 à 2010. Femme de caractère, Michaël Jean s'est souvent fait remarquer par ses prises de position fortes en symbole. Ainsi, en 2009, elle n'a pas hésité à manger du phoque cru afin de soutenir les Inuits, peuple autochtone du Québec, après l'embargo européen sur cette viande. Depuis son élection au secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie, le 30 novembre 2014, elle a fait voir aussi qu'elle goûte très peu les inconditionnels des modifications constitutionnelles sur le continent, voire le désir de s'éterniser au pouvoir. Et elle a fait savoir, au point de provoquer des grincements de dents chez certains. Avis donc à ceux qui sont opposés à ces principes. Michaël Jean est marié au cinéaste et philosophe Daniel Lafont et est mère d'une fille de 15 ans. Eh bien, en lieu et place des réalisations de la francophonie à l'endroit du Cameroun, vous avez plutôt eu droit au portrait de Michaël Jean qui, comme je le disais il y a quelques instants, effectue une visite officielle au Cameroun à compter de ce soir. Elle sera donc au Palais de l'Unité demain où elle sera reçue par le président de la République, Paul Biya.
À l'étranger, il faut noter que André Mba Obam n'est plus le candidat malheureux à l'élection présidentielle au Gabon en 2009 et décédé à Yaoundé à l'âge de 58 ans. L'opposant gabonais et fondateur de l'Union nationale a donc été en transit au Cameroun pour l'Afrique du Sud où il devait recevoir des soins de santé. Je propose à présent le portrait de cette grande figure emblématique de la politique gabonaise avec Nadine Yambou. Voici celui sur qui de nombreux Gabonais avaient fondé leur espoir lors des élections présidentielles de 2009. André Barobam, diplômé d'un doctorat en sciences politiques, était l'un des farouches opposants du régime de Libreville. Bien avant de rejoindre l'opposition, il fut plusieurs fois ministre sous le règne d'Omar Bongo Ondimba. Il fait son entrée au gouvernement à l'âge de 33 ans. En 2005, il est nommé ministre de l'Intérieur, poste qu'il a occupé pendant 5 ans jusqu'au décès d'Omar Bongo en juin 2009. Ses liens d'amitié avec Ali Bongo, à cette époque ministre de la Défense, ne passent pas inaperçus. Les deux amis ont souvent fonctionné ensemble jusqu'à la déchirure apparue après la mort du président. La rivalité entre les deux hommes se fait ressentir lorsqu'André Barobam décide de faire campagne pour succéder à Omar Bongo. Très apprécié du public, sa campagne mobilise des foules. Arrivé en 3e position à la présidentielle de 2009, remportée par son principal rival Ali Bongo, André Barobam conteste le scrutin et revendique la victoire. Il dénonce ce qu'il qualifie de coup d'État électoral. Immédiatement, il s'autoproclame président. Par la suite, il forme un gouvernement parallèle en janvier 2011. Dans la foulée, son parti, l'Union nationale, est dissous par le gouvernement en place. En 2013, cet ancien baron et fils spirituel d'Omar Bongo est obligé de se retirer de la scène politique pour des raisons de santé. L'opposant gabonais était de passage au Cameroun en attente d'obtenir un visa pour se rendre en Afrique du Sud. Sa mort est un véritable coup dur pour l'opposition gabonaise. Sa dernière apparition publique remonte en fin avril 2014. L'ancien séminariste avait effectué le voyage à Rome pour assister à la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II à la basilique Saint-Pierre. Il était annoncé au Gabon pour la présidentielle de 2016. Il quitte la scène politique à l'âge de 58 ans, 2 jours après Rose-Francine Rongombe, la présidente du Sénat, décédée à Paris des suites de maladies. En sport football, le Cameroun sera présent aux Jeux africains qui se déroulent du côté du Congo en 2015 par l'équipe nationale de football féminin. Il s'agit des Lions qui ont eu raison samedi de leurs homologues de l'Éthiopie battus 2-1. En même temps, les espoirs n'ont pas pu obtenir leur ticket de qualification dans le cadre de cette compétition tenue en échec à Yaoundé par le Zimbabwe, 1 but partout. Pour mettre un terme à la page sportive de ce journal, il faut dire que le football camerounais porte le deuil. Roux Jacques, ancien sociétaire du canon sportif de Yaoundé et même des Lions indomptables, est donc décédé. Roux Jacques s'était reconverti comme journaliste sportif. Son portrait avec Cyril. Roux Jacques s'en est allé pour l'éternité. L'ancien joueur du canon sportif de Yaoundé est décédé à Paris en France, laissant derrière lui le souvenir d'un arrière latéral hors pair. Il jouait latéral droit et il avait une très grande propension à soutenir les attaquants. Et à chaque fois à l'époque, on lui demandait de refréner ses ardeurs et de rester d'abord défenseur. Vous comprenez que c'était un grand précurseur du poste de latéral droit. Arrivé au canon sportif de Yaoundé, à une époque où le club de Nkondongo survolait le football continental, Roux Jacques va très vite marquer les esprits par sa vivacité. Il avait un plus dans son apport offensif. Il était capable de balayer tout le couloir. Et d'ailleurs, nous sommes dans les années 80, à l'époque où la préparation physique se résumait à plusieurs footings. Il était tout le temps le premier. C'est un garçon qui avait beaucoup de qualités athlétiques au niveau, n'est-ce pas, de l'endurance, être capable de tenir sur un couloir devant et derrière pendant tout un match.
L'un des faits marquants de Roujac du moment où il était joueur est d'avoir réduit à néant le footballeur Kairi, qui revenait pourtant d'une Coupe du Monde époustouflante avec les Lions de l'Atlas du Maroc en 1986. Le grand souvenir qu'on garde de lui, c'était en 1986, dans le Canon. Le Maroc venait de faire une brillante prestation en Coupe du Monde. Ils avaient un attaquant, Kairi, qui venait de jouer la Coupe du Monde brillamment. Et le Canon s'est retrouvé opposé au Mazefes. Et Roux avait comme client en face de lui ce Kairi-là, qui l'a complètement muselé. Ça, c'est quelque chose que nous avons, qui nous a beaucoup marqué à l'époque. Mort à l'âge de 55 ans, Roujac, qui est arrivé au Canon en provenance de Foudre Sportif d'Akonolinga, se reconvertit au journalisme à la fin de sa carrière, ce qui lui donne la possibilité de côtoyer les grands dirigeants du football mondial, à l'instar de Issa Hayatou, président de la Confédération africaine de football. Avant la deuxième partie de ce journal, signalons que 204 employés du Paris Mutuel urbain camerounais ont reçu des médailles d'honneur du travail des mains du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona. C'était du côté de Yaoundé. Reportage. Une pluie de joie a arrosé la salle archi-comble du Montfébé Hôtel. Au milieu de cette foule bigarrée, 204 employés qui ont servi avec dévouement et professionnalisme le Paris Mutuel urbain camerounais. En ce 11 avril, l'entreprise leur est reconnaissante et ils reçoivent des médailles d'honneur du travail en argent, en vermeil et en or. Juste rétribution d'un dû labeur. Eux qui sont considérés comme des modèles d'abnégation et de réussite. Être au relais d'une médaille en or est une chose très importante dans la vie professionnelle et dans la vie tout court. Je voudrais dire merci à mon directeur général et à tout le staff de la PMUC, sans oublier mes collègues. Un merci particulier à ma famille qui m'a accompagné tout au long de cette carrière professionnelle parce que 32 ans de service, c'est pas donné. Je suis émue, je suis heureuse et je suis comblée. Ça stimule ceux qui n'ont pas encore de médaille à bien travailler pour arriver à ce point. Je suis très comblé. C'est le couronnement de beaucoup d'efforts, d'endurance et des bonnes actions auprès de la société qui a reconnu tout ceci. Pour la direction générale du Paris Mutuel urbain camerounais, il était important de marquer cet arrêt. Question de charger les batteries et de repartir sur des bases toujours solides en vue de conquérir de nouvelles victoires. Au bout de 20 ans, le PMUC est reconnu comme une entreprise citoyenne. Entreprise reconnue pour son sérieux, pour ses réalisations multiples et pour son engagement. Donc cette cérémonie des remises de médailles du travail au personnel récompense la fidélité et la loyauté de la majorité de ses employés, valeurs auxquelles l'entreprise est attachée. C'est aussi l'occasion pour la direction générale de marquer son attachement à ses employés. Nous souhaitons que le personnel et la direction générale, ensemble, réussiront à relever les nombreux défis qui se présenteront. C'est le 27 janvier 1994 que le PMUC a lancé ses activités commerciales au Cameroun. 21 ans après, l'entreprise citoyenne tient debout et affiche plus que jamais sa détermination à faire face aux défis qui pointent à l'horizon. Déjà pour une entreprise, tenir 21 ans et s'accroître, c'est très important. Et le PMUC a montré qu'il pouvait maîtriser le marché, grandir, mûrir et atteindre la maturité, ce que beaucoup d'entreprises de cette taille ne savent pas faire. Et nous avons particulièrement apprécié ces dernières années le développement du dialogue social qui a été engagé au sein de cette entreprise, mais encore mieux, les mesures sociales qui ont été prises dans cette entreprise pour améliorer la condition du travailleur, pour atteindre à très court terme un véritable travail décent pour les travailleurs camerounais. 21 ans après le démarrage de ses activités,
Le PMUC repose sur une fondation solide, elle-même s'appuyant sur une politique sociale volontariste et un engagement citoyen dont l'exemplarité force le respect. Et la belle aventure continue. Dans quelques poussières de secondes, nous allons parler de sécurité incendie avec ces incendies à récurrence que l'on note dans la ville de Douala depuis quelques jours. A tout de suite. Pour en parler, nous recevons un expert en santé et sécurité au travail. Il s'agit d'Éric Votmia. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle appréciation est-ce que vous faites de ces incendies que l'on observe dans la ville de Douala, aussi bien dans les espaces marchands qu'au niveau des édifices publics? Qu'est-ce qui pourrait être la cause principale au-delà du branchement des fils électriques que l'on présente le plus souvent comme cause? Oui, il n'y a pas seulement le problème de branchement. Il est vrai quand même que la plupart des causes d'incendie sont de sources électriques, mais il n'y a pas seulement le branchement. Les câbles peuvent être défectueux, les éléments conducteurs pourraient être surchargés par exemple, il peut y avoir problème de sous-tension électrique, il peut y avoir sous-tension, il peut y avoir les travaux électriques réalisés par des techniciens non habilités ou l'utilisation des équipements électriques non standardisés. Lorsqu'on a besoin de faire une installation électrique, on a fait appel aux gens qui ne sont pas habilités ou on utilise soit les équipements qui sont de sous-qualité. Ça, ce sont les causes, principaux d'incendie dans nos marchés. On peut aussi avoir les actes, l'allumage intentionnel, ou on appelle ça les actes criminels, que peut-être quelqu'un n'est pas content de quelque chose et il allume le marché, ou il allume un bâtiment ou une maison. Ça peut être aussi le fait de fumer. Vous savez, le fumeur, il jette le mégot de cigarette et partout, et ça peut aussi être cause d'incendie. Alors, ça pose un réel problème de sécurité incendie. Alors, pour ce qui est, par exemple, du cas du marché Congo, quel peut être le dispositif qui peut être mis en place dans cet espace marchand pour que, au cas où il y a un incendie, que cela soit rapidement circonscrit? Je pense que la lutte contre l'incendie suit le principe de 2P. On appelle le principe de prévention et le principe de la protection. D'abord, commençons par le principe de prévention. Le principe de prévention, il faut prévenir contre l'incendie parce qu'on ne peut jamais lutter efficacement contre l'incendie. Donc, ce qu'il faut faire, c'est la prévention. La prévention commence par la conception, le design et le planning. Lorsqu'on veut construire un marché, par exemple, on doit mettre en place les dispositifs de lutte contre l'incendie. On doit mettre les équipements, les matériaux de construction qu'on va utiliser doivent être pris en compte. L'incendie doit être pris en compte dans les équipements, les matériaux qu'on doit utiliser. Il s'agit exactement de quoi, par exemple? Par exemple, lorsqu'on nous vend notre marché, on regarde que les matériaux comme les bois qu'on utilise, et les autres matières de construction qu'on utilise ne peut pas être favorise l'incendie. Ça ne peut pas empêcher l'incendie de se propager. Donc la deuxième phase, c'est la protection. Lorsqu'on ne peut pas prévenir l'incendie, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut protéger les hommes, on peut protéger les biens et l'environnement contre l'incendie. Ça veut dire en commençant par un système d'alerte. Lorsqu'il y a un début d'incendie, parce que pour lutter efficacement contre l'incendie, c'est un début d'incendie. On ne peut pas lutter contre l'incendie lorsqu'il est déjà grand. Donc il faut un système d'alerte pour les maisons, comme pour les bureaux aussi, comme pour les marchés. Donc un système d'alerte où, lorsqu'il y a un début d'incendie, ça peut alerter les gens, faire des alarmes et puis des sonneries pour indiquer qu'il y a un début d'incendie. Et s'il y a les extincteurs, on peut lutter efficacement contre ces incendies. Alors, il faudrait aussi installer le système de bouche d'incendie. J'ai vu dans les autres pays, tous les marchés doivent avoir leur système autonome de lutte contre l'incendie. Ça veut dire que quand un sapeur-pompier vient, ils viennent utiliser le système de lutte contre l'incendie de ce marché pour lutter efficacement contre l'incendie. Et il doit avoir un comité de lutte contre l'incendie et il doit avoir le bouche d'incendie du marché. Ça veut dire, dans la planification du marché, tous les éléments de lutte contre l'incendie doivent être pris en compte dans la planification. Ce n'est pas quand il y a un incendie qu'on cherche à venir avec le sapeur-pompier. Le sapeur-pompier avec 10 ou 15 litres d'eau
dans leur citerne ne peuvent pas lutter efficacement contre l'incendie. Parce que lorsque l'eau est finie, quand l'eau finit, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont encore rentrer, rechercher de l'eau. Se ravitailler. Et entre-temps, ce qui a été le cas d'ailleurs de l'incendie que l'on a noté au niveau de la communauté urbaine de Douala. Alors, quel type de matériel approprié pour le cas, par exemple, d'un bâtiment comme celui de la communauté urbaine, pour que ça n'en arrive pas, ou bien pour circonscrire les flammes? Il y a plusieurs équipements, comme je vous ai dit. Il y a l'équipement qui alerte, par exemple, les détecteurs de fumée, les détecteurs d'incendie qu'il faut déjà installer. Ça va alerter les gens quand il y a l'incendie, ça va sonner quand il y a l'incendie pour essayer d'éviter. Il y a aussi les bouches d'incendie. Normalement, une ville comme Douala doit avoir des bouches d'incendie partout. Quand il y a un incendie et les sapeurs-pompiers viennent, ils utilisent l'eau qui est ravitaillée pour pouvoir lutter contre l'incendie. Donc, il y a les équipements de lutte contre l'incendie comme les extincteurs fixes et portables doivent être présents. Donc, il y a beaucoup d'équipements et ça dépend de la construction, ça dépend de l'ampleur de la concession. Ok. Merci Eric Vaudemia. Vos explications. Nous ne pouvons pas aller au-delà puisque le temps qui est imparti pour ce journal est arrivé à son terme. Merci de nous avoir apporté toutes ces explications. Vous êtes expert en santé et sécurité au travail. Merci. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Donnons-nous rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h. Mais juste après ce journal, retrouvez Sylvestre Hippolyte Zangaou et ses invités dans le cadre de 100% Foot. Bonsoir.